France Inter. It's morning edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, c'est un jour dans l'opposition américaine ce soir. Because J.D. Vance has no friends in Vermont, but he's got lots of them in Russia, so he should go there for vacation. Ça se passe ce week-end, juste après l'altercation dans le bureau ovale entre Trump, Vance et Zelensky. J.D. Vance, vice-président, est en vacances dans le Vermont et il est accueilli, vasquillé en Russie, traître, par quelques manifestants. Bonsoir Mélissa Bell. Bonsoir Fabienne. Vous êtes la correspondante de CNN ici en France. On va parler de ces manifestations qui commencent à être nombreuses ici et là, mais qui ne sont pas massives, loin de là non plus, surtout si l'on compare à l'entrée au pouvoir de Trump 1, avec ce demi-million de personnes qu'il avait jetées dans la rue, cette fois-ci, alors que la stratégie de Trump, inspirée de celle de Steve Bannon, d'inonder littéralement le terrain, nous interroge sur les politiques d'opposition, sur les démocrates, sur les contre-pouvoirs, sur leur poids réel. Et ce que l'on perçoit, Mélissa Bell, vous allez me dire si je me trompe, c'est une forme de désarroi toujours, un peu comme si les démocrates n'avaient pas encore trouvé l'angle d'attaque contre les actions de Donald Trump. Est-ce que c'est le cas ? Je pense presque un état de sidération, vu l'ampleur des changements, la férocité avec laquelle cette administration est arrivée au pouvoir et entend faire venir des changements qui sont, que ce soit le Doge de Elon Musk, très rapide et très radicaux, puisqu'on parle de dizaines de milliers de travailleurs fédéraux qui sont licenciés, que ce soit les ordres exécutifs du président lui-même, dont certains ont déjà été jugés anticonstitutionnels devant des tribunaux, tous ces changements très rapides, annoncés beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu imaginer, je pense qu'ils sont un petit peu désemparés en face. L'autre difficulté pour les démocrates, c'est que, ayant perdu l'élection, pas de façon massive, ça c'est ce que disent les républicains, avec 49% de l'électorat. Oui. Mais ils ont perdu partout un petit peu. Et ils ont perdu suffisamment, je pense, pour avoir un droit de réponse difficile. C'est-à-dire que les Américains avaient plus peur d'un deuxième mandat Biden que d'un deuxième mandat Trump. Ce qui veut dire que pour les démocrates, ils entendent qu'il y a une soif de changement, donc difficile de savoir quel ton adopter pour ne pas froisser l'électorat qui les a rejetés. Quel ton adopter, mais ça veut dire qu'il manque l'essentiel peut-être, qui n'a toujours pas été fait. Pourquoi on a perdu ? Même de peu certes, mais pourquoi on a perdu ? Et cet ordenamiento, les démocrates l'ont toujours pas fait. Mais justement, je pense que ce qui commence à sortir un petit peu des rangs des démocrates, c'est que un certain temps, ils étaient complètement perdus, désemparés. Il y avait beaucoup de questionnements sur comment ils en étaient arrivés là, une certaine gêne à comment la campagne avait été menée, Biden qui était resté trop tard dedans, Kamala Harris qui s'est avérée être une candidate trop faible, comment la campagne a été menée. Donc, ils ont voulu faire une espèce de bilan d'où ils s'étaient trompés, alors que véritablement, il est temps, avec beaucoup d'urgence, de commencer à regarder vers l'avenir. Et c'est ce qu'on commence à entendre. On sait qu'ils ont devant eux une bataille par rapport au budget qui doit être livré avant le 15 mars. Et justement, la question maintenant pour les démocrates, c'est comment ils vont se faire entendre sur ce qui doit être leur argument clé, c'est-à-dire que Donald Trump a été élu finalement pour améliorer le pouvoir d'achat des Américains, faire baisser l'inflation, aider les plus démunis. Et jusque-là, ce que montrent les premiers sondages 6 semaines après son élection, c'est qu'il y a beaucoup de colère dans l'électorat, justement par rapport à son manque d'action là-dessus. Le prix des œufs, dont on parle beaucoup. Oui, les fameux 8 € les œufs, enfin $8 au lieu de 3, etc. Mais ça veut dire qu'il faut reconstruire un leadership. Il faut pouvoir aussi s'identifier à quelqu'un chez les démocrates. Quelqu'un qui va devoir émerger d'ailleurs assez vite avant les élections à mi-mandat. Et puis j'imagine d'avoir en tête aussi émerger pour les élections suivantes. Cet homme, ces hommes-là, ces femmes-là, est-ce qu'elles existent ? Est-ce qu'elles sortent du bois ? Est-ce que c'est ça qu'il faut aux démocrates aujourd'hui et qui les fera sortir de cette torpeur ou pas ? La difficulté, c'est que l'ancienne garde reste là. Il faudra sans doute quelques mois, quelques années pour que les prochaines figures potentiellement présidentiables ressortent du lot. Ce qu'on remarque, c'est que demain soir, Donald Trump tiendra son premier grand discours devant le Congrès et la droite de réponse a été donnée à une nouvelle sénatrice, Elissa Slotkin, qui a gagné dans le Michigan, État qui avait été remporté par Donald Trump et qu'on devine être mise là parce que justement le Parti démocrate entend, et c'est ce qu'on entend de certains stratèges, justement les attaquer sur ce pouvoir d'achat et s'adresser vraiment aux classes moyennes ouvrières américaines par le voie de cette nouvelle sénatrice sur ces questions sur lesquelles finalement il a le plus de mal dans les sondages. Et juste sur cette question de sondage, c'est remarquable. Aucun président américain n'a eu
6 mois après l'élection, parce que normalement il y a une espèce de période de grâce, une lune de miel qui existe entre l'électorat et un président, aucun président n'a été aussi bas les sondages, ne serait-ce que lui-même, Donald Trump, en 2017, quand il faisait un petit peu mieux qu'il ne fait aujourd'hui. Donc, y aller sur les classes moyennes, y aller sur le pouvoir d'achat, y aller sur l'inflation. Est-ce que, quand même, la politique internationale, le positionnement américain désormais pro-russe, est-ce que c'est un boulevard, ça, pour les démocrates ou un danger ? Je trouve fascinant un des derniers sondages justement qui est sorti sur cette question. 2023, c'était 63% des Américains qui estimaient que la Russie c'était l'ennemi. Le dernier sondage montre que c'est 36%. C'est-à-dire que les messages qui sortent de la Maison-Blanche sur le fait de devoir arrêter l'aide à l'Ukraine, de faire revenir l'argent, c'est comme ça leur message, c'est ça, c'est que les Américains doivent se retirer derrière leurs frontières, s'occuper d'abord de leur économie, de leurs problèmes avant de s'occuper de ceux des autres, ne plus faire le gendarme mondial. Ça résonne et en fait les gens entendent ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de colère de la part de beaucoup de gens par rapport aux scènes qui ont eu lieu dans le bureau ovale la semaine dernière par rapport à Zelensky, mais pourtant sur le problème de fond du positionnement de Washington par rapport à la Russie, l'électorat a énormément bougé dans le sens de Donald Trump. Et y compris sur une alliance avec les Russes. Là non plus, ça fera pas bouger ces lignes-là. Et éventuellement. Et cet argument chez les démocrates, en gros, ne leur fera pas gagner de l'audience. Peut-être, Fabien, parce qu'une des questions qui reste encore ouverte, c'est ce qu'ils comptent obtenir de la Russie. On sait qu'ils se précipitent pour se réunir autour d'une table avec Vladimir Poutine, qu'il est prêt apparemment à tout pour mettre fin à cette guerre en Ukraine, ce qui inquiète beaucoup Zelensky et les Européens, évidemment. Mais au fond, et on en saura peut-être plus quand il s'adressera au Congrès, qu'est-ce qu'il compte en retirer vraiment de cette nouvelle alliance avec la Russie ? Ces réponses informeront sans doute le débat à venir. Mais pour l'instant, personne ne sait vraiment. Après, comment on explique qu'il ne se passe pas grand-chose dans la rue, auprès de l'opinion ? On voit bien à l'échelle locale, la presse américaine s'en est fait beaucoup l'écho. Les députés, les sénateurs qui retournent dans leur circonscription sont beaucoup invectivés, notamment au sujet de Trump, au sujet des fonctionnaires, au sujet de cette politique-là. Mais de mouvement, il n'y a pas. Il n'y a pas un mouvement similaire, par exemple, à ce que les républicains ont su faire en 2010, lorsqu'il a fallu s'opposer à Barack Obama et que les Tea Party sont sortis de leur boîte. C'était un mouvement qui sortait qui sortait de la base. Ça n'existe pas chez les démocrates. Pour l'instant, ça n'existe pas et on commence à se questionner sur la possibilité chez les démocrates d'en créer un espèce de mouvement Tea Party 2, mais de leur côté, et qui s'organiserait plutôt du bas vers le haut, comme ils avaient fait en 2010 du côté des républicains, pour justement défier un parti qui ne bougeait pas suffisamment selon leurs lignes et leurs souhaits. Mais vous avez raison, c'est pour l'instant tout ce qu'on a vu, ce sont ces rencontres entre des politiciens donc du Congrès républicain qui se font huer, qui se font critiquer. On entend beaucoup de colère justement de la part de votants républicains par rapport à eux. La consigne qui leur a été donnée d'ailleurs, c'est d'arrêter de faire ce type de discours tout bonnement pour essayer d'arrêter ce type d'opposition à se faire entendre. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça a été relativement timide. Par contre, ce qu'on voit dans ces réunions qui ont lieu pour l'instant, c'est que ce sont des gens qui ont voté républicains, qui sont en colère contre leurs représentants républicains. Et encore une fois, pour revenir au sondage, les plus grandes pertes du parti républicain pour l'instant sont parmi les jeunes et parmi les modérés. Et ça c'est difficile. Une des choses qu'on sait de Donald Trump, on peut lui trouver tous les reproches de la terre, c'est c'est un animal politique. Il fait très attention au sondage et très attaché à sa popularité. Très attaché à sa popularité. Donc si ça tangue, et là justement comme ça chute assez nettement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un redressement de la barre assez rapidement et ça sera fascinant de voir quelle forme ça prendra. Le troisième pilier de la démocratie américaine, Mélissa Bell, c'est la justice. Il y a eu des executive orders qui ont été arrêtés, celui sur les droits du sol, celui sur le transfert des migrants à Guantanamo, celui sur le transfert des femmes trans dans les cellules pour hommes, par exemple, etc. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu un certain nombre d'autres. Trump et Musk, on sent bien jusqu'à quel point ils sont en train d'essayer de pousser le bouchon. Est-ce que vous diriez qu'on est en train d'assister à un crash test du système judiciaire américain en ce moment ? Oui, sans doute, avec la question de si les limites de la Constitution américaine et ces 3 piliers de la démocratie tiendront suffisamment. Jusque-là, comme vous le disiez, les réponses des
tribunaux semblent dire que oui, et notamment sur les agissements du Doge d'Elon Musk. Donc, par exemple, pas mal des décisions judiciaires qui ont été prises vont dans le sens d'un arrêt par rapport à certaines décisions de licenciement de travailleurs fédérés. Parce qu'il faut se rappeler que c'est pas simplement, comme le président Donald Trump, des bureaucrates qui sont à Washington. Je sais que, par exemple, en Louisiane, dans le district de Mike Johnson, qui est le speaker de la maison, c'est 13 000 travailleurs fédéraux dans son district à lui tout seul. Donc, ils sont un peu partout aux États-Unis. Et ils ne représentent pas forcément les plus fortunés. Par contre, le fait qu'ils se fassent licencier par l'homme le plus riche de la Terre, ça passe assez mal. Les tribunaux, pour l'instant, ont arrêté certains de ces licenciements. Et maintenant, la question, c'est combien de temps ça pourra tenir et quel sera l'impact si ça ne tient pas au fur et à mesure que ces licenciements avanceront. On parle de quoi? D'agences qui préviennent contre les feux, contre les crashs d'avions. Ce sont des agences, finalement, la stabilité, la moelle épinière de l'État américain. Donc petit à petit, si on voit des accidents d'avion qui se multiplient, des feux qui sont incontrôlables, des agences qui sont désemparées parce qu'ils ont licencié trop de monde, là, ça se retourne. Mais vous ne croyez pas qu'on est un petit peu dans cette espèce de milieu en ce moment où à la fois, effectivement, il y a une forme de sidération sur certains qui se font licencier alors que même ils avaient d'ailleurs parfois voté pour Trump, et en même temps, il y a aussi une forme de jubilation post-électorale. Enfin, ça y est, la fin des politiques d'inclusion, la fin du wokisme, on est toujours dans cette espèce de jubilation-là. C'est pour ça qu'on a voté quand même quand on Absolument. est républicain. Et d'où la difficulté du Parti démocrate à répondre à tous ces changements, même ceux qui vont très très loin et qui poussent vraiment les limites du système lui-même. Les gens, finalement, une grande partie de l'électorat de Donald Trump a voté pour exactement ce type de perturbation et ce type de changement qu'il est en train de mettre en place. Donc pour eux, la réponse est difficile à amener. C'est pour ça qu'une partie du parti dit on va attendre, on va les laisser finalement creuser leur trou et répondre quand ils arrivent au bout de la chose. Il y a une question aussi, Mélissa Bell a se poser sur la presse, qui est en train de perdre son premier rang, littéralement, j'allais dire, à la Maison-Blanche, puisque désormais les blogueurs ont leur place devant, et devant ce sont ceux qui posent les questions, pas seulement les blogueurs d'ailleurs, les chaînes YouTube, etc. Et on le voit déjà dans le bureau ovale, parce que les premières questions qui viennent au président, en général, c'est la presse d'extrême droite qui a la primeur et qui a la parole. Est-ce que la presse américaine est en train de perdre son rôle de quatrième pouvoir? Elle est en train de s'inquiéter beaucoup. Et d'ailleurs, la première question, vous remarquerez, c'est souvent à quoi il doit son formidable succès, justement. Exactement. La première question avant Zelensky, c'était comment avez-vous fait? Dans mes souvenirs, je parle sous le contrôle de Franck Maddevon qui vient d'arriver, comment avez-vous trouvé la force morale de retourner à la table des négociations avec Vladimir Poutine? Enfin, exactement, c'est extraordinaire. Donc on a plus l'habitude de ça à Pyongyang qu'à Washington, mais nous voici. Donc ça sera aussi, vous avez raison, un test de la presse qui perd factuellement ses places dans de nombreux événements, pas simplement à la Maison-Blanche, mais d'accompagnement du président. Mais comment elle pourra continuer à faire son travail dans ces conditions-là? Ça va être une des questions fascinantes. Mais est-ce que c'est une question qui se pose à CNN, par exemple? Bien sûr, et d'autant plus que certains médias sont même menacés de façon beaucoup plus existentielle que ça. C'est pas simplement les places de leurs journalistes, comme je pense à l'AP, qui se perdent. Ce sont des organismes qui sont menacés de fermeture et qui savent qu'on fonctionne dans un climat très différent de celui qui existait avant. Très rapidement, qu'est-ce que ça dit chez vous? Qu'est-ce que ça dit à CNN, par exemple? Est-ce que ça dit, attention, voilà ce qu'on a en face de nous désormais, voilà comment donc on va devoir couvrir la présidence Trump, voilà comment on est obligé, nous aussi, de passer par-dessus le bureau ovale? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, toutes nos réunions éditoriales sont dominées évidemment par ce qui se passe localement. Il essaie de couvrir le plus possible ce qui se passe dans le pays entier. Le grand problème qu'on a cette fois-ci, un peu comme on avait la dernière fois, mais je dirais encore plus, c'est que comment couvrir, et d'ailleurs vous parliez tout à l'heure d'inonder la zone, qui était le fameux mantra de Steve Bannon et qui est mis en place cette fois-ci de façon beaucoup plus impressionnante que la dernière. Comment réagir? Et son but, c'était ça. Si on inonde la zone, les médias étant l'opposition, ils ne pourront pas répondre parce qu'il y aura tellement de changements, ils ne sauront pas où donner la tête. Donc le problème, il est là, se concentrer finalement sur l'essentiel et essayer d'organiser notre couverture selon les priorités quotidiennes. Mais c'est évidemment très difficile du fait de cette stratégie qui est uniquement bâtie pour essayer de désemparer les médias. Et on n'a pas fini, parce qu'il vient de se réveiller, donc c'est en train de tomber. Là, au moment où on est en train de se parler, Mélissa Bell, vous êtes de CNN ici en France. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite ce soir, c'est le reportage. Ça se passe en Colombie. Nous viennent des centaines de mercenaires, des milliers même de mercenaires qui ont mis leur passé dans l'armée colombienne au service de l'Ukraine désormais. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufresne. En Corée du Sud, la natalité a augmenté en 2024, une première depuis 9 ans. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Maddevon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On a beaucoup parlé ces derniers jours de Macron ou du Britannique Starmer sur l'Ukraine, mais une autre figure européenne joue un rôle d'intermédiaire, c'est l'Italienne Giorgia Meloni.
Mélanie. Et la BO du Monde, c'est Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril. Bonsoir, je vous emmène explorer les archives musicales de la BBC, celle de l'atelier de création sonore chargé des bandes-son des génériques télé. Depuis les années 60, un trésor désormais accessible aux musiciens et aux DJ. Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète ce n'est pas fini, il passe par le Mali avec Pierce Farcini et Balaké Sissoko. If Nothing Is Real, c'est le choix de Chewbacca, c'est dans la playlist d'Inter. You caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be, for something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real, today we'll turn away from you. We played with fire till it grew cold. With my own eyes saw the embers fade. Castles we built made of sand. With the rain how they washed away. When nothing is real, and nothing is true. When nothing is real, today we'll turn away from you. Away from you. Away from you. Away from you. Today we'll turn away from you. Le reportage est en Colombie ce soir, alors que l'incertitude est plus que jamais la norme sur l'avenir de l'Ukraine, que la dispute dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump a changé beaucoup de choses dans l'hypothèse de négociations à venir. Les combats se poursuivent sur le terrain et aux côtés des Ukrainiens, de nombreux mercenaires dont un gros contingent vient de Colombie. C'est difficile d'évaluer leur nombre, autour de 2000 hommes probablement. Les raisons de venir faire la guerre ici, elles sont multiples, le plus souvent financières, vous allez l'entendre. Voici l'un de ces hommes qui a choisi de combattre à des milliers de kilomètres de chez lui. Et le reste, c'est Najat Benrabah qui raconte. La plupart des Colombiens présents sur le front ukrainien sont d'anciens soldats. Ils sont partis faire la guerre en échange d'un contrat, car pour eux, c'est tout simplement leur métier. Certains auraient aussi rejoint les rangs de l'armée russe. Sur les réseaux sociaux, des milliers de vidéos montrent leur quotidien sur le front. Felipe Murillo en fait partie. Ce natif de Medellín est arrivé en Ukraine l'an dernier. Pour des raisons de sécurité, il a tenu à changer de nom. Dans ses vidéos publiées sur son compte TikTok, il prévient ses compatriotes qui souhaitent le rejoindre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tiens à envoyer un message très spécial à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches dans cette guerre stupide. Ce n'est pas un travail viable pour beaucoup de gens en Colombie. De nombreux agents de sécurité ou gardes du corps pensent que c'est un jeu ici, alors qu'en réalité ce n'est pas un jeu. Ici, il suffit de 2 ou 3 minutes pour qu'il t'arrive quelque chose ou pour mourir. Mais aujourd'hui, Felipe est de retour à Medellín pour une permission de quelques semaines. Il en profite pour rencontrer un groupe de vétérans. Pour l'occasion, il porte un bonnet kaki avec le drapeau de l'Ukraine épinglé sur le front. Je me suis enrôlé dans l'armée en 2011. J'ai servi 2 ans dans l'armée nationale et ensuite j'ai travaillé dans la sécurité privée. Et je n'ai pas pu trouver du travail en Colombie parce qu'il n'y a pas de travail stable pour nous, les anciens militaires. Lorsque nous quittons l'armée, on devient inutile ici. Alors j'ai économisé 8 millions de pesos colombiens, environ 1800 €. Et avec cela, tu peux partir
partir en Ukraine et subvenir à tes besoins là-bas. Car avant d'être engagé, tu dois payer ton hébergement, ta propre nourriture et désormais ils ne fournissent plus les repas. Il est difficile d'obtenir le nombre exact de Colombiens engagés dans des conflits armés à l'étranger. Mais d'après le décompte de plusieurs médias colombiens, il serait environ 2000. Et comme Felipe, beaucoup ont utilisé TikTok pour s'informer. D'autres ont eu recours à des entreprises privées de sécurité, comme la célèbre Blackwater, devenue Academy en Colombie. D'après Laura Lizarazo, directrice associée du domaine de l'analyse globale des risques chez Contrôle Risque, l'intérêt pour les anciens soldats colombiens n'est pas dû au hasard. Dans le cas des Colombiens, les forces armées de notre pays entraînent leurs effectifs depuis 60 ans pour combattre certains types d'ennemis dans des situations de guérilla. Une fois leur service militaire terminé, après des carrières de 20 ou 25 ans, ils conservent ces compétences qui restent utiles et recherchées par ce type d'entreprise. Elles proposent leurs services de sécurité à travers le monde pour faire face à des situations comme celles que vivent actuellement le Soudan et l'Ukraine. L'an dernier, le gouvernement colombien a lancé un projet de loi visant à rendre illégal le recours aux mercenaires colombiens. Car pour le pays, l'enjeu est de taille. Régulièrement, des Colombiens se retrouvent impliqués dans des conflits politiques, comme lors de l'assassinat du président haïtien en juillet 2021. 26 Colombiens ont fait partie de cette attaque. Cela entache la réputation du pays, de son armée et crée de fortes tensions politiques entre les pays. Depuis l'an dernier, le comité des vétérans de la région d'Antioquia regroupe près de 22 000 ex-militaires. Plusieurs programmes de réinsertion professionnelle ont été mis en place pour les anciens soldats. L'objectif est de leur donner une bonne raison de rester en Colombie. Rubelio Murillo, un membre du Conseil national des vétérans, se réjouit du succès d'un d'entre eux. Nous avons un très bon exemple à Envigado, dans la région d'Antioquia, où il y a actuellement un programme spécifique pour les vétérans âgés de 55 ans. 20 militaires qui allaient partir à l'étranger sont finalement restés à Medellín parce qu'on leur a donné un travail dans la gestion de la sécurité, car nous gérons la sécurité publique. Plusieurs ex-militaires ou des policiers vétérans ont été nommés secrétaires ou sous-secrétaires de ces services publics de sécurité. Pour Rubelio, comme pour de nombreux compagnons vétérans, c'est le manque de considération du gouvernement envers ses soldats qui pousse au départ. D'après des chiffres transmis au ministère des Affaires étrangères colombien par l'ambassade de Colombie en Pologne, en 3 ans de guerre, 186 Colombiens sont morts ou portés disparus sur le front. Il serait encore au moins 500 à participer à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Najat Benrabah pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. C'est d'abord en Australie, Kevin, que nous sommes avec un rescapé. Il s'appelle Aurimas Mokus, il est lituanien, il a 44 ans. En septembre, il est parti de San Diego en Californie, direction Brisbane en Australie, dans un bateau à rames. Son défi, traverser le Pacifique sur ce rafio, 12 000 km à la rame et sans assistance. Mais vendredi soir, il a activé sa balise de détresse. Et pour cause, dans la mer de Corail, il s'est retrouvé sur la route du cyclone tropical Alfred qui doit toucher les côtes australiennes cette semaine. Il a donc dû braver des vents à 100 km/h et des vagues de 7 mètres sur sa toute petite embarcation. Dans ce dernier message posté sur Instagram jeudi, il disait déjà craindre les prochaines heures. Aurimas Mokus a donc passé 3 nuits en enfer avant d'être secouru par la marine australienne en bonne santé, un petit miracle. On imagine son soulagement, sa frustration aussi. Il était à environ 1000 km de l'objectif. L'aventurier s'était lancé ce défi pour parler de la guerre en Ukraine. Son bateau a été construit entièrement d'ailleurs par des Ukrainiens. Nous sommes en Corée du Sud où les naissances sont en hausse. 238 300 bébés en 2024, soit 8 300 de plus que l'année précédente. Une toute petite lueur d'espoir parce que c'est la première fois que ce chiffre augmente en 9 ans. Alors attention, le taux de fécondité reste très bas, inférieur à un enfant par femme, alors qu'il doit être supérieur à 2 pour stabiliser la population. Et c'est un enjeu majeur en Corée du Sud, qui a le taux de fécondité le plus bas des pays développés et dans le même temps, une des espérances de vie les plus longues, ce qui risque de poser problème à long terme
terme, notamment du point de vue économique, les retraites par exemple. Le gouvernement conservateur ces dernières années essaye d'endiguer le phénomène à coup d'allocations familiales, tout en refusant d'accepter plus d'immigration. Aujourd'hui forte de plus de 51 millions d'habitants, la Corée du Sud pourrait tomber à 36 millions dans 50 ans, d'après l'Institut national de statistique. Et puis nous sommes aux USA une fois de plus, où une belle image tourne au petit scandale. Oui, ce qu'on entend là, ça date du 27 décembre. À l'issue d'un match des Spurs de San Antonio, notre Victor Wembanyama échange son maillot avec un petit garçon de 5 ans, Frankie. L'image fait le tour des réseaux puisque Wemby donne sa tunique et reçoit celle de l'enfant en retour, légèrement trop petite pour lui, on s'en doute. Sauf que mi-janvier, on découvre que le maillot est en vente aux enchères sur Internet et que c'est le père de Frankie qui en est responsable. Évidemment, il s'arrache à un prix exorbitant, ce maillot, plus de 70 000 €. Victor Wembanyama lui-même s'en émeut sur ses réseaux sociaux, suivi par des centaines d'internautes et plusieurs médias. Le Jersey Drama, le drame du maillot, est lancé et il y a quelques jours, le père indigne, disons-le, assure qu'il regrette et qu'il a essayé plusieurs fois d'arrêter les enchères sans y parvenir à cause de la plateforme qui fait signer des contrats pour les ventes dans ce genre-là. Eh bien, il a même saisi le papa, la Cour suprême de l'État de New York désormais, pour faire annuler la vente et récupérer le maillot, car la loi stipule qu'il est interdit de vendre les biens d'un enfant pour plus de 50 000 $. C'est bien à l'enfant que Wembanyama l'avait donné. C'est toute la question désormais. À méditer, Kevin, merci beaucoup. Vous nous quittez en passant. Tiens, on reste aux États-Unis avec Redbone, 4 Amérindiens et ce tube des années 70 qu'on connaît surtout parce que c'est la scène d'ouverture des Gardiens de la Galaxie. Absolument. Star-Lord. Qui danse. Bah oui, avec son Walkman Sony. Moi, j'avais le même. Allez, Come Get Your Love. Come and Get Your Love, Redbone sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, presque 51, c'est Franck Madvan. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, dans le débat en Europe sur l'Ukraine, un pays joue sa propre partition, c'est l'Italie. Et ce soir, vous nous dites pourquoi la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, espère jouer le rôle de médiatrice entre l'Europe et les États-Unis. Les Italiens en sont convaincus, leur pays a rarement autant pesé en Europe. Giorgia Meloni a au moins 4 atouts qui la rendent incontournable. D'abord, elle reste populaire. D'après les sondages, sa légitimité n'est pas remise en question, plus de 2 ans après son arrivée au pouvoir. 2, sa coalition demeure solide. Meloni parvient à dompter ses 2 alliés, Antonio Tajani de Forza Italia, le parti de droite créé par Berlusconi, et le turbulent Matteo Salvini, le chef de la Ligue à l'extrême droite. 3, son bilan est plutôt satisfaisant. En témoignent les bons chiffres économiques tombés aujourd'hui. Le déficit public est contenu à 3,4% du PIB, c'est mieux que les prévisions. Et la croissance, bien que faible, est légèrement revue à la hausse, 0,7% l'an dernier.
Et Giorgia Meloni est par ailleurs proche de Donald Trump. Oui, c'est son 4e atout, Fabienne. L'Italienne soigne sa relation avec le président américain. Meloni a rendu visite à Trump début janvier à Mar-a-Lago. Elle a été conviée à son investiture. Elle s'est exprimée il y a 9 jours en visioconférence à la CIPAC, la grand-messe des conservateurs américains. Elle a maintenu son intervention d'ailleurs après le présumé salut nazi de Steve Bannon, contrairement à Jordan Bardella. Trump parle à son sujet d'une femme fantastique. Pas étonnant qu'il la prenne au téléphone avant-hier, au lendemain du clash avec Zelensky à la Maison-Blanche. Depuis 2 jours, Meloni martèle qu'il ne faut pas diviser l'Occident et qu'il faut éviter à tout prix la rupture avec les États-Unis. Et elle marque sa différence avec d'autres Européens. À commencer par Emmanuel Macron. Meloni n'engage pas ouvertement le bras de fer avec le président français, mais elle fait entendre sa voix, ses arguments. Déjà, lors de la première réunion entre Européens il y a 2 semaines à Paris, elle avait regretté que ce ne soit pas plutôt un Conseil européen extraordinaire. Elle s'est aussi interrogée sur la visite de Macron à Washington. À quel titre parle-t-il au nom de l'Europe ? Et bien sûr, elle ne cache pas son scepticisme sur l'envoi de troupes au sol. Elle propose un sommet entre l'Europe et les États-Unis pour entretenir le dialogue. Le Polonais Donald Tusk soutient le projet. De son côté, Macron est bien conscient que Rome a un rôle à jouer. Il a même accordé une interview au journal italien Il Foglio pour insister sur le fait que l'Europe a besoin d'une Italie forte. Et Giorgia Meloni, en fait, Franck, plaide pour une 3e voie sur l'Ukraine. Oui, elle ne jette pas aux orties les propositions franco-britanniques, mais elle y voit des idées parmi d'autres. Et elle ne veut pas apparaître comme totalement inféodée à Trump, qui semble lâcher une Ukraine que l'Italie a toujours soutenue. Meloni entend bâtir des ponts entre l'Europe et les États-Unis. Elle s'inscrit au fond dans une tradition italienne, la fidélité à l'alliance transatlantique. Rome fait le pari que la guerre en Ukraine ne trouvera pas d'issue sans les États-Unis, qu'il faut donc tout faire pour garder Trump à bord. Accessoirement, Meloni joue sa carte sur le commerce, éviter si possible une hausse des droits de douane pour son pays. Pour le dire autrement, l'Italie ne sacrifiera sans doute pas son alliance avec les États-Unis pour l'Ukraine. Merci beaucoup Franck Madvon. À demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait le monde en tournant. Et c'est dingue parce que ça reste harmonieux, dis donc. Allez, c'est la BO du monde. France Inter, le 18-20. La BO du Monde est à Londres, Cyril, ce soir, dans les archives sonores de la BBC, un véritable trésor musical rendu accessible au public pour la première fois. Et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de l'atelier de création sonore de la BBC, le Radiophonic Workshop. Une entité singulière à mi-chemin entre le laboratoire et le studio d'enregistrement. C'est là, à partir de la fin des années 50, que vont être enregistrées toutes sortes de bandes-sons et de génériques pour les émissions et séries télé de la BBC. Les employés du workshop, une poignée de musiciens et d'ingénieurs du son, certains venus de la musique contemporaine. Dans les studios Maida Vale de la BBC à Londres, ils seront parmi les premiers à expérimenter à partir de synthétiseurs. À l'époque, ce sont des engins analogiques qui mesurent à peu près la taille d'une armoire. Et les résultats de leurs innovations, ce sont des BO devenus parfois célèbres comme celle-ci. Le générique de la série de science-fiction Doctor Who en 1963. C'est la préhistoire de la musique électronique. Thème original arrangé par une femme, Delia Derbyshire. Cette musicienne savante, pionnière du synthé au Royaume-Uni, est alors l'une des figures du studio de la BBC. Et désormais, Cyril, chacun pourra donc s'approprier l'héritage du Radiophonic Workshop. Grâce à un programme mis au point par la start-up Spitfire Audio, des milliers de sons vintage ont été numérisés. Qu'il s'agisse de boucles de synthé, de percussions, de bruitages originaux, tous issus de la bibliothèque sonore de la BBC. En voici quelques-uns. C'est un peu flippant, si je puis me permettre. Ah là oui, c'est une atmosphère un petit peu sombre. Voilà, il y a toutes sortes de
d'ambiances sonores très différentes comme ça à base de synthétiseurs et de toutes sortes de bricolage sonore. C'est une matière première rêvée pour les apprentis DJ, les adeptes de l'électro qui voudraient composer à partir de ces boucles. Ils auront désormais à disposition cette banque de sons incomparable. Paul Thompson de Spitfire Audio a piloté le projet et il se dit fasciné par le mode de travail extrêmement artisanal de l'époque. L'originalité du son provient des méthodes particulièrement inventives que l'équipe utilisait pour fabriquer cette matière sonore. Ils étaient capables de bricoler à partir de pellicules de film, de manipuler des bandes, les découper en morceaux, les passer à l'envers, frapper sur tel ou tel objet. Rien n'était impossible, mais tout était fait à la main. Et il fallait parfois toute une journée ou plusieurs jours pour créer un seul son. Et ça s'entend. Le résultat ne ressemble à aucun synthétiseur. Extrait d'un autre générique de série télé, le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, bande-son devenue culte pour plusieurs générations de jeunes britanniques. Parmi eux, certains sont devenus DJ, artistes électro depuis les années 90 et 2000. La créativité du BBC Workshop est une référence pour eux et ils n'ont pas attendu la mise à disposition des archives pour trouver leur propre son inspiré de ces pionniers. C'est le cas par exemple, on l'entend ici, du producteur Martin Jenkins, plus connu sous le pseudo de Pye Corner Audio. Merci beaucoup Cyril, merci pour cette plongée donc dans un trésor